Bon, ben, bonjour à tous. Alors, c'est parti. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui à propos d'un stage que je propose sur la respiration holotropique en piscine chauffée. Alors, d'abord, je vous préviens, c'est la première fois que je fais un direct sur Facebook. Peut-être il va y avoir des petits couacs ou des petits bugs. Je découvre en même temps. Alors, pour vous présenter un petit peu ce stage que j'anime avec mon ami et collègue Robert Hirsch, je vais être obligée d'abord de vous parler du courant transpersonnel parce que la respiration holotropique fait partie des outils utilisés dans le courant transpersonnel et ça me tient à cœur vraiment de présenter ce sujet-là. Alors, le courant transpersonnel, il est apparu dans les années 60 avec essentiellement Abraham Maslow et Stanislas Grof. Et ce courant transpersonnel, ça met en lumière la dimension transcendante de l'être humain. Dans les courants transpersonnels, on intègre les trois grands courants classiques qui sont la psychanalyse, les TCC et la thérapie humaniste. Ça ne renie aucun de ces courants. Par contre, ça ajoute à ces façons de voir le monde, à ces outils thérapeutiques, à ces courants, ça ajoute les données philosophiques et les pratiques des grandes traditions spirituelles, les grandes religions, mais aussi les chamanismes. Le courant transpersonnel intègre aussi une étude approfondie des états modifiés de la conscience. Alors, pour ces états modifiés de conscience, en fait, ils utilisent la méditation, des danses sacrées, de la transe, des jeûnes, la respiration holotropique. Et en fait, c'est toutes ces outils qui sont utilisés dans les religions animistes, dans les chamanismes, qui vont être au service de la thérapie transpersonnelle. Depuis ses tout débuts, la thérapie transpersonnelle a donné à la spiritualité une place centrale à la compréhension de la nature humaine et du cosmos. Euh, pour la thérapie transpersonnelle, l'ouverture de la conscience, l'ouverture des champs de la conscience, c'est une valeur fondamentale et c'est en même temps un objectif. Du coup, ça inclut de fait une dimension spirituelle. En fait, c'est un cheminement. C'est pas je vais voir mon thérapeute une heure tous les 15 jours. C'est un vrai cheminement de vie, aussi bien pour le thérapeute que pour la personne qui est accompagnée. Parce que on prend en compte dans cet accompagnement eh ben, les trois niveaux de la personne, hein, le plan physique, le plan psychologique et le plan spirituel. Et souvent, c'est à travers l'exploration du corps qu'on va pouvoir avoir une spiritualité pleinement incarnée. En fait, quand on est un thérapeute transpersonnel, on s'engage dans une démarche transpersonnelle et du coup, ça concerne vraiment toute la vie. On ne peut pas être transpersonnel juste dans son travail et on ne peut pas être transpersonnel juste une heure de temps en temps quand on va voir son thérapeute. Ça implique quelque part une cohérence dans toute sa vie et petit à petit, au fur et à mesure du cheminement, eh ben, on va développer des valeurs de solidarité, de respect. Euh, Alors, un bug parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Euh, Ces thérapies transpersonnelles, ça permet vraiment quelque part de venir ouvrir son cœur et de développer la solidarité, le respect des autres, le respect de l'environnement, de la planète, le respect des animaux. Et quelque part, ça exige une cohérence de vie dans la vie professionnelle, dans la vie affective, dans la vie familiale, dans la vie publique. Et du coup, bah, la thérapie transpersonnelle, c'est pas seulement une pratique spirituelle, mais ça peut y conduire. Ça peut conduire à des pratiques de solidarité, de spiritualité. Euh, Ça oblige aussi bien les personnes qui suivent la thérapie transpersonnelle que le thérapeute
à remettre en cause des modes de vie qui peuvent paraître parfois inadaptés à des valeurs de solidarité ou de respect. Ça oblige à remettre en cause les modes de vie qui sont peu éthiques et ben ça peut engager à donner, par exemple, plus de place à l'être qu'à l'avoir, à rendre plus sensible, à être plus concerné par le monde, par l'entourage. Et du coup, c'est ça qu'on avait envie de vous présenter avec Robert comme cadre pour le stage. Et c'est en partie à travers la pleine conscience qu'on avait envie de poser ce cadre. Robert, mon collègue, mon ami, il a été pendant plus de 10 ans résident permanent au monastère des Pruniers, qui est un centre de méditation pleine conscience bouddhiste vietnamienne. Et du coup, il a pratiqué la pleine conscience pendant 10 ans au quotidien. Il a accompagné des personnes en retraite spirituelle. Et du coup, il va amener cette dimension-là de la pleine conscience à travers des pratiques simples, hein, de méditation, de silence, de marche, euh, de, de réflexion et qui va offrir comme un conteneur, comme une base pour tout le travail qu'on va pouvoir faire ensuite en respiration. Alors voilà, ça c'est un petit peu la démarche transpersonnelle, ce grand courant transpersonnel dans lequel on va baser tout le travail de respiration et du stage. Alors, ce travail pendant le stage, on va utiliser des outils tout simples, à savoir le corps et le souffle. On utilise le corps parce que c'est notre véhicule, parce que je vous ai dit que l'idée c'était quand même de s'incarner. Et du coup, on va utiliser le corps dans son ressenti. Déjà de mettre de l'attention sur son ressenti, sur les zones de détente ou sur les zones de tension, sur comment on se tient, sur plein de choses. Donc on va déjà utiliser le corps et les thérapeutes, les accompagnants peuvent être amenés aussi à toucher le corps de la personne, à le mettre dans des postures ou à faire prendre conscience de tensions qui sont là. Et l'autre outil qu'on va utiliser, c'est le souffle. C'est la vie. Il n'y a pas de vie sans respiration. Et à travers le souffle et le corps, on va petit à petit pouvoir amener les participants en état modifié de conscience. Alors, un état modifié de conscience, qu'est-ce que c'est? C'est une, une modification du rythme cérébral qui permet d'avoir accès à des zones de notre cerveau qui ne sont pas accessibles en état de conscience ordinaire comme on est là. Ces états modifiés de conscience, ça permet d'aller revisiter émotionnellement, corporellement, des mémoires qui sont très archaïques, parfois très anciennes, enfouies dans notre corps, enfouies dans notre inconscient. Et ça permet, les états modifiés de conscience, non seulement d'avoir accès à ces mémoires-là très archaïques, mais aussi d'avoir accès à la charge émotionnelle qui est associée à ces mémoires, de pouvoir l'exprimer et de pouvoir la libérer. On utilise beaucoup le corps parce que on se construit dans les toutes premières années de notre vie et les toutes premières années de notre vie, c'est ce qu'on appelle une période préverbale. Et du coup, pour tous les traumatismes qui sont liés à la période préverbale, ça sert pas à grand-chose de mettre des mots. Si je mets des mots sur le fait que j'étais pas désirée ou que j'ai failli mourir à la naissance, voilà, je le sais. Je le sais, mais ça va pas enlever la charge émotionnelle qu'elle a à l'intérieur. Du coup, il y a une nécessité d'y retourner. Il y a une nécessité d'aller revisiter ces mémoires archaïques. Il y a une nécessité de retourner dans la toute petite enfance, d'aller revisiter sa vie fœtale, sa naissance, sa conception parfois. Et ces mémoires archaïques, elles vivent à l'intérieur de nous. Et elles agissent
à notre insu. On porte à l'intérieur de nous un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans, on porte à l'intérieur de nous un bébé. Et si on ne va pas visiter les charges émotionnelles et exprimer, eh ben, cette partie archaïque va continuer d'agir à notre insu. Si je vous donne un exemple de ce que que je connais bien, parce que ça fait 15 ans que j'accompagne, c'est sur les mémoires de naissance. Euh, on peut savoir, par exemple, qu'on est né par césarienne. Voilà, on le sait. Et à chaque fois que quelqu'un revit une naissance par césarienne, c'est inimaginable la charge émotionnelle qu'elle peut contacter, d'incompréhension, d'injustice, de colère, le corps qui est malmené. Et si on ne retraverse pas dans sa mémoire corporelle et dans sa mémoire émotionnelle, toutes les conséquences qui sont liées à cette naissance par césarienne, elles vont être là et elles vont continuer d'être actives et elles vont nous manipuler quelque part à notre insu et mettre en place les comportements de survie. Alors c'est super, ça nous permet de survivre, mais c'est de la survie et on ne peut pas vivre. Alors que quand on a pu aller libérer la mémoire du corps et l'expression émotionnelle, alors on est beaucoup plus libre. En fait, c'est le retour à l'émotion, c'est le retour au traumatisme couplé à l'émotion qui permet quelque part d'achever une histoire. Ça permet de libérer tout ce qu'on avait laissé de nous et d'énergie qui était mobilisée à continuer de fonctionner avec ce traumatisme. Ça permet d'exprimer les émotions refoulées et qui sont coincées dans le passé. Et voilà. Alors, l'autre grande leçon, j'ai envie de dire, de ces états modifiés de conscience, c'est que ça permet de sortir de notre mental et de notre jugement. On est en permanence avec notre mental qui juge, qui analyse, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors il y a les bonnes émotions, il y a les mauvaises émotions et ressentir de la colère, c'est pas bien. Ressentir de la honte, c'est pas bien. Et on passe notre temps à analyser et à juger. Quand on est dans un état modifié de conscience et qu'on s'ouvre, on accueille l'émotion sans aucun jugement, sans vouloir que ce soit autrement. Et si on accueille une émotion sans vouloir que ce soit autrement, eh ben, on arrive à l'acceptation et du coup à beaucoup plus de bienveillance pour soi-même, à beaucoup plus d'amour de soi. Euh, Comme un enfant qui a eu peur, il va arriver, il tend les bras, on le prend, il pleure, et il se dit pas que c'est pas bien d'avoir eu peur de ça, il va pas juger, il va pas avoir honte, il a peur, il vient, il demande de la protection, il pleure, ça dure 3 minutes et il retourne jouer. Et ben plus on va être dans l'accueil sans aucun jugement de nos émotions, et plus on va être comme cet enfant, à dépasser nos peurs, nos hontes et tous les jugements qu'on peut avoir sur nos émotions. Voilà, ça c'était une petite introduction, j'ai envie de dire, sur le transpersonnel et les états modifiés de la conscience. Euh, je vais vous parler un petit peu plus maintenant de la respiration holotropique. Alors, la respiration holotropique, c'est un travail qui a été mis en place par Stanislas Grof. Au début, Stanislas Grof, il travaillait avec des substances actives, des psychédéliques et notamment le LSD à des fins thérapeutiques. À un moment donné, faute de financement et pour problème avec la légalité, il a été obligé de mettre en place d'autres techniques pour arriver à ces états modifiés de conscience. Et avec sa femme, Christina, qui était prof de yoga, et avec aussi toutes les connaissances qu'il avait accumulées sur toutes les traditions spirituelles, il a mis en place l'outil qu'il a appelé la respiration holotropique. Alors, holotropique, ça vient de holos. Holos en grec, c'est la complétude, la globalité et l'unité, en gros. Et tropique, ça vient du
tropein en grec, qui est aller vers, se diriger vers. Et donc une expérience holotropique, c'est une expérience qui va nous amener à aller vers la complétude, vers l'unité, vers la globalité et à sentir qu'on va faire partie de cette unité et de cette globalité. C'est ce que je vous disais par rapport au courant transpersonnel qui intégrait la démarche dans quelque chose qui était très lié à la transcendance, au cosmos et à l'univers. Alors la respiration holotropique, on peut le faire aussi bien en groupe qu'en individuel. Alors le stage qu'on vous propose, il est lié, il va se passer en groupe. J'aime beaucoup, beaucoup le travail de groupe. C'est pour plein de raisons. D'abord, le groupe, c'est un vrai activateur. Parce que quand quelqu'un parle, ben, ça peut venir réveiller des choses à l'intérieur de nous parce qu'on porte la même chose et on n'y avait pas accès, parce que quelqu'un va nous déranger, parce que quelqu'un va faire une prise de conscience et on se dit ah tiens j'ai la même chose à l'intérieur. Donc déjà le groupe c'est très un activateur. Aussi c'est un soutien parce que ben, on n'est pas seul à traverser les choses. Et puis j'aime beaucoup le groupe aussi parce que quand on traverse un moment difficile et douloureux, quand on traverse des émotions qui étaient refoulées et coincées et qu'on peut les libérer, c'est comme un rite de passage. Et il n'y a pas de rituel de passage sans témoin. On peut dans un groupe être accueilli sans aucun jugement et à ce moment-là, ça permet d'ancrer le nouvel état de conscience qu'on vient de contacter. Voilà, ça c'était pour le cadre. Alors, la respiration holotropique, bah, déjà c'est dans son nom, hein, on utilise la respiration, c'est le souffle c'est nécessaire à la vie. Euh, la respiration a quelque chose de très particulier, c'est que elle est à la fois naturelle et automatique et elle se fait sans qu'on ait besoin d'amener de la conscience dessus. Et en même temps, on peut la modifier, on peut la ralentir, on peut l'amplifier, on peut l'accélérer, on peut la couper momentanément et du coup, on peut agir dessus. Et c'est du coup soit naturel et automatique, soit on peut agir dessus. Et quand on la modifie, quand on agit sur notre respiration, et ben à ce moment-là, ça a des effets sur notre corps. Et c'est ça qu'on recherche avec la respiration holotropique. Alors la respiration holotropique, c'est une hyperventilation. L'hyperventilation associée à des séquences musicales très précises et qui sont préparées à l'avance. L'hyperventilation associée à la musique va favoriser les états modifiés de conscience. Et du coup, c'est comme s'il y avait l'intelligence du corps et l'intelligence de l'inconscient qui s'activaient en même temps pour faire monter à la conscience exactement les matériaux qu'on a besoin pour traverser quelque chose de particulier à cet instant T. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec cet état, avec cet outil, c'est que c'est pas le thérapeute, c'est pas la personne qui est accompagnée, c'est l'inconscient qui choisit le matériel qui va revenir. Et c'est en même temps la respiration, une démarche active et volontaire, parce que la respiration, l'hyperventilation, il faut la soutenir, hein. Et au début, il faut vraiment y aller et ça peut être très inconfortable physiquement. Du coup, bah, faut y aller. On y va. C'est en même temps très actif et très impliquant dans le corps. Faut avoir envie parce que si on respire pas, si on n'hyperventile pas, il se passe rien. Mais si on hyperventile vraiment, il peut pas ne rien se passer. Et du coup, c'est à la fois très volontaire et en même temps, on est obligé de s'ouvrir à ce qui vient et on ne peut pas décider, on ne peut pas contrôler. Et c'est, je crois, une des raisons qui font que j'adore cet outil. Et plus on a d'expérience en respiration, plus on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie cohérence dans une séance. C'est ce que Groff appelle les COEX. Les COEX, c'est Condensed Experience.
des expériences condensées. Et en fait, par exemple, on peut très bien avoir une séance de respiration sur différentes mémoires d'abandon et de rejet, à commencer par une rupture à l'adolescence, une mise en couveuse à la naissance, une mémoire transgénérationnelle d'abandon, et il va y avoir une cohérence comme ça dans la séance. Mais ça, c'est une magie que aucun thérapeute peut mettre en place de lui-même, tellement c'est fin, pertinent, drôle parfois comment les choses nous sont amenées, et du coup il n'y a pas d'ego de personne là-dedans. Alors, cette séance de respiration, bah, ça va amener dans le champ de la conscience des matériaux, en fait, des mémoires enfouies, des événements, des émotions. Des fois, on a accès à une émotion seule, sans qu'elle soit associée à un événement. On peut avoir des ressentis corporels, tout ça qui était profondément enfoui dans l'inconscient. Et là, au cours de la séance de respiration, eh ben, ça va permettre de dépasser des limites qu'on trouve en général en thérapie habituelle, parce que moi, ça m'arrive souvent de le voir dans mon cabinet. Il y a des gens, ils ont tout compris parce qu'ils ont fait le tour de leur histoire, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont lu, parce que voilà. Et du coup, bah, ils ont compris pourquoi ils ont ça, mais ça débloque pas. Parce que la mémoire émotionnelle, le traumatisme, il est encore enquisté. Alors, on va pouvoir, à travers la respiration, dépasser ses limites habituelles. On va pouvoir, par exemple, si je me rends compte que je suis très en colère parce que je voulais pas naître et que c'était pas le moment pour moi, bah ça m'avance à rien de savoir que je suis très en colère. Par contre, si je peux aller explorer cette colère et la vivre dans tout mon corps, la vivre émotionnellement, la crier, la taper, alors à ce moment-là, elle sera plus présente. Et petit à petit, plus je vais m'ouvrir à la colère, plus je vais dire oui à cette colère, sans la juger, sans vouloir qu'elle soit pas là, sans vouloir que ce soit autrement. Plus je vais m'ouvrir à ça, plus au bout d'un moment, bah, je vais pouvoir pleinement accepter d'être née à ce moment-là, même si c'était pas tout à fait le moment que j'aurais voulu. Voilà pour un petit exemple. Alors, on peut visiter avec la respiration des mémoires biographiques, des mémoires de la naissance, des mémoires de la vie fœtale, mais aussi des mémoires de la généalogie ou bien des mémoires de l'inconscient collectif. Il n'y a pas une séance de respiration qui se ressemble. Il peut y avoir des séances qui vont être très physiques, on va avoir des ressentis physiques, alors parfois douloureux. On peut parfois être que dans de la résistance, et on mesure à ce moment-là à quel point on a résisté et à quel point on a emmagasiné des choses qu'on protège. Il peut y avoir des séances très symboliques, très énergétiques. On peut visiter l'enfer, avoir l'impression qu'on va mourir ou avoir vraiment l'impression de mourir d'ailleurs. On peut visiter des moments très douloureux, tout comme des moments paradisiaques, des moments d'extase, des moments d'orgasme, des mémoires de transcendance. Et on peut avoir des fois tout ça dans la même séance. Et cette richesse-là, on l'aura jamais dans un cabinet. Et j'ai envie de dire que même en respirant en individuel dans un cabinet, on n'aura pas la profondeur de la transcendance qu'on peut avoir quand on respire 3 heures dans un groupe avec des ateliers qui vont préparer à ça et qui vont amener à ça dans un stage. Les états modifiés de la conscience, ben, ça va permettre l'ouverture au sacré, et à la transcendance. Voilà un petit peu pour le travail en respiration holotropique. Alors déjà, je vous dis dès le départ que c'est quelque chose où il n'y a pas de mental, donc c'est difficile d'y mettre des mots, mais ça s'expérimente. Euh, c'est une expérience à vivre. Alors, en piscine maintenant, parce que l'objectif du stage qu'on vous propose avec Robert, c'est d'aller faire cette expérience de la respiration holotropique en piscine. Et donc, on n'est pas allongé sur un matelas comme on fait dans une salle. On est au départ allongé sur l'eau, soutenu par des frites ou par des accompagnants.
et on considère que la piscine, c'est un espace sacré. Euh, Déjà, dans l'eau, c'est hyper conducteur, tout est modifié, tout est amplifié, les sons sont modifiés, les odeurs sont plus fortes, les bruits sont transmis hyper loin, et ça permet des perceptions du monde qui sont nouvelles, qui sont différentes, qui sont parfois très archaïques. Comme la respiration, l'eau, c'est quelque chose qui est primordial à la vie. Ça fait vraiment partie de la base, hein. Je crois que c'est 70% de notre corps qui est fait d'eau. Euh, Sans eau et sans air, on ne vit pas. Et ben, c'est d'aller retrouver ces deux éléments essentiels-là, la respiration en piscine. En plus, l'eau, c'est d'une grande, grande, grande richesse symbolique. L'eau, ça symbolise la mémoire, ça symbolise nos racines, nos émotions. Dans toutes les cultures, l'eau a un symbole très fort et très particulier. Quelque part, l'eau, ça favorise l'accès aux profondeurs de l'inconscient. Euh, Dans la tradition kabbalistique, l'eau, c'est l'inaccompli. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas découvert, qu'on n'a pas accompli, qui est là, qui est libre, et qu'on doit aller visiter pour assécher notre intérieur en exprimant les émotions, et qui va permettre petit à petit d'aller vers l'accompli. L'eau, ça ouvre de façon naturelle aux mémoires archaïques, aux mémoires périnatales et aux mémoires transpersonnelles. L'eau, ça a des symboles de fertilité, de fécondité. L'eau, c'est présent dans tous les rituels de purification. Le baptême chez nous, avec à l'origine une immersion complète, hein, mais aussi avec les sweat lodges dans les traditions chamaniques. L'eau sert à purifier. Donc l'eau a de toute façon euh, une fonction symbolique extrêmement puissante. Et du coup, ben, quand on va rentrer dans la piscine, on va être dans un espace sacré parce que c'est aussi un rituel de purification, de fécondité, de fertilité, et ça va nous mettre dans ce bain-là d'entrée de jeu. Et puis, cette piscine, elle va être chauffée. Alors, c'est difficile d'être très précis pour la piscine, mais on essaye d'être autour de 36-7 degrés. Euh, et ce qui ramène en fait à la chaleur utérine. Et le fait d'être dans cette piscine à 37 degrés, en apesanteur, d'être porté avec les bruits qui sont modifiés, quelque part, ça va permettre de recomposer les conditions de la vie utérine. Euh, et là, il n'y a rien d'autre à faire que juste de se mettre dans cette piscine et déjà, on a accès à toutes les mémoires de la vie fœtale. En plus, l'eau chaude, ça aide à relâcher le corps, alors sauf en cas de phobie de l'eau, mais c'est aussi intéressant d'aller travailler en piscine quand on a des phobies de l'eau. Mais sinon, l'eau chaude, ça détend le corps instantanément. Et du coup, il y a tout un état corporel et émotionnel qu'on peut avoir avec ce travail en piscine et auquel on n'a pas du tout accès à sec, on appelle ça. En plus, quand on travaille en groupe dans la piscine, eh ben, on est tous dans le même bain. Et du coup, le travail des autres vient forcément aussi influer le nôtre. Il suffit que, par exemple, quelqu'un ait une période un peu agitée pour que ce soit finalement toute la piscine qui vienne s'agiter et que, même si nous, on avait envie de se détendre et de vivre un moment sympa, bah, ça nous met tout de suite en lien avec le fait que c'est pas toujours ce qu'on veut qui arrive. L'eau et dans la piscine, ça permet aussi une intimité euh, plus, plus, plus. Euh, le corps est beaucoup plus accessible, beaucoup plus visible et ça fait tomber une barrière d'entrée de jeu, ça nous met à nu. Parfois, quand on fait des expériences de respiration holotropique en piscine, en salle, ben, si on a envie, on peut
aller se cacher sous sa couverture et on nous voit pas, on nous touche pas et voilà. On peut pas faire ça dans la piscine, on peut pas se cacher sous sa couverture. On est là avec notre corps. Alors, ça peut mettre en inconfort, mais c'est aussi intéressant d'aller travailler cet inconfort-là. Ça permet d'être touché différemment parce que dans la piscine, on peut être porté, on peut être bercé, on peut faire du pot à pot. Et tout ça, c'est des états qu'on pourra jamais avoir dans une salle. Et ça permet de vivre parfois des revécus de toute petite enfance, alors fétale parfois, ou bien de nouveau-né en pot à pot avec la mère. Et si on n'a pas vécu ça, si on n'a pas eu de moments de tendresse, de sécurité affective, et si on ne porte pas ça à l'intérieur de soi, parfois, ça permet de faire cette expérience-là pour la première fois de sa vie, de pouvoir se laisser complètement porter par quelqu'un. Parce que avec la piscine, on pèse moins lourd et du coup, on peut être vraiment porté dans les bras comme un bébé, bercé. Et ça, on ne pourra jamais le faire dans une salle. Et on pourra se laisser aller complètement à une expérience qui nous manque. Du coup, ça permet une qualité relationnelle et intime euh, avec la chaleur, avec l'eau, on se retrouve dans une matrice et ça permet des revécus qu'on n'aura jamais ailleurs ou jamais dans une salle. La sensualité, tout l'apport kinesthésique est vraiment différent. Tous les sons sont soit amplifiés, soit adoucis. Et puis, l'expérience en piscine, ça peut permettre aussi autre chose qui n'est pas possible dans une salle. Ça permet d'évoluer en 3 dimensions. Je vous ai dit au début de l'expérience, on est allongé et on est soutenu soit par des frites, soit par des accompagnants. Mais on n'est pas obligé de rester allongé comme ça. On peut se mettre debout, on peut aller sous l'eau, on peut nager. On voit des fois des dauphins, des sirènes, on peut être en apesanteur et ça permet une liberté de mouvement euh, qu'on n'a pas sur un tapis. L'apesanteur et l'eau permettent de pouvoir évoluer, de pouvoir jouer avec l'eau, de pouvoir danser avec l'eau, de pouvoir avoir des mouvements de pirouettes, de plonger, de ressortir et tout ça, on ne l'a pas du tout dans une salle. Et c'est toute cette richesse, c'est toute cette gamme d'émotions, d'expériences, de ressentis qu'on avait envie de vous faire partager et ressentir avec Robert pendant le stage. Du coup, voilà un petit peu. Alors, ce stage, on l'a appelé se reconnecter à la vie parce que déjà avec la respiration et l'eau, je vous ai dit qu'on se reconnectait aux 2 éléments essentiels de la vie, mais parce que ça permet de revenir à l'essentiel de soi, de retourner à la source et du coup de pouvoir se reconnecter soi-même à l'intensité de la vie et sortir de la survie, vivre pleinement. Euh, voilà un petit peu le contenu du stage, le pourquoi on l'a mis en place, pourquoi j'adore cet outil-là, pourquoi j'adore animer ce stage-là. Je ne sais pas si il y en a qui ont des questions. S'il y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez si vous avez une question ou s'il y a quelque chose, un point où j'ai pas été claire, le demander ou poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Euh, voilà. Sinon, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Alors, bon, soit j'ai été claire, soit
Il n'y a pas plus de questions que ça. Euh, si vous avez envie, ah, alors attendez. Si vous avez envie de poser d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à me les envoyer soit par message privé, soit par mail et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, parce que je pense que je... Alors, attends. Ah si, il y a des questions. Euh, Merci Isabelle. À partir de quel âge est-il possible de faire le stage? Euh, D'une façon générale, le travail en groupe, en stage, je demande d'avoir 18 ans. Et pour pouvoir faire 3 heures de respiration d'un coup dans un stage avec d'autres personnes, c'est bien d'avoir quand même une petite base, une solidité intérieure. Donc, en général, je dis 18 ans. Après, ça m'est arrivé de faire des exceptions. Ça, faut en discuter au cas par cas. Alors, comment peut-on nager quand on est en état modifié de conscience? J'ai oublié de le préciser, mais en fait, on a pied dans la piscine. Donc, on n'est pas obligé de nager, on peut juste se tenir debout. Mais en état modifié de conscience, on peut nager, on peut, tout comme dans une salle, on peut se mettre debout et danser ou transer. On peut nager. Alors, on va pas faire des longueurs parce que ça, on vous laissera pas faire. Comme il y a plusieurs personnes qui respirent, chacun a son espace dans la piscine. Mais on peut se mettre debout. Et il y a une particularité, c'est qu'en état modifié de conscience, il y a une capacité d'apnée qui est énorme. Et parfois, on voit les gens qui vont se mettre au fond de la piscine. C'est pas dangereux, non, non. Euh, Personne va se laisser mourir et les gens vont se mettre au fond de la piscine et on a l'impression que ça dure très 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 longtemps, mais ça permet de venir de contacter des mémoires très archaïques du cerveau reptilien et presque des premiers instants de la vie, hein. La vie est apparue dans l'eau, donc ça permet vraiment d'aller parfois contacter ça et on risque pas de se noyer, on risque pas. Des fois, on boit la tasse. Parce que quand on est en train d'exprimer une colère et qu'on fait beaucoup de vagues, il se peut qu'il y ait de l'eau qui éclabousse, ça arrive, mais c'est le plus gros risque, c'est de boire un petit peu la tasse. C'est pas dangereux du tout. Euh, voilà. Effectivement, je vois en lisant vos questions que c'est sur des aspects très pratiques comme ça que j'ai oublié les détails. Euh, voilà. Après, c'est pas plus dangereux que la respiration holotropique normale qui a quelques contre-indications, mais sinon pour le reste, il n'y a aucun souci, aucun problème. Voilà. Bon, eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Euh, donc, je vous disais, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à me les poser un petit peu plus tard et puis j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir été là pour m'écouter et partager ça avec moi. Ah non, j'ai encore des questions. Euh, alors, pour ce stage, les dates, le prochain, il est du 23 au 26 avril et ensuite il y en a un en novembre et j'ai pas pensé à prendre la date exacte avec moi. Et le stage se passe à Candé. Candé, c'est entre Nantes et Angers, à peu près à mi-chemin entre Nantes et Angers. Euh, voilà. Euh, c'est... Alors, oui, c'est possible de venir au stage même si on ne me connaît pas. S'il y a des personnes que je ne connais pas qui souhaitent faire ce stage, on aura un entretien téléphonique avec moi ou bien avec Robert, mon collègue, pour voir un petit peu l'expérience que vous pouvez avoir de ce stage. Voilà.
C'est plus facile quand on connaît déjà le travail en état modifié de conscience. C'est plus facile quand on a déjà fait cette expérience de la respiration. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui viennent sans avoir rien fait avant. On en discute au téléphone avant, sans aucun problème. Voilà, alors, cette fois, je crois que j'ai répondu à l'essentiel des questions. Merci Élise. Je vous dis à bientôt et puis passez une bonne fin de week-end et une bonne soirée. Au revoir.